Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Alors que la période des indépendances signifiait pour l'Afrique l'accès légal et légitime à la vie internationale avec ses modèles, ses réseaux, ses échanges, ses alliances et ses antagonismes, dans la réalité les changements espérés ont été plus formels que fondamentaux. Alors que l'indépendance devait normalement mettre fin à toute entrave, à toute argutie, et à toute tergiversation. Les États africains étant devenus indépendants et souverains devraient pour cela de fait participer de plein droit et sur un même pied d'égalité aux échanges internationaux. Il ne devait donc plus normalement y avoir de préférences impériales, de domaines réservés sinon de précarés, que par la volonté souveraine des peuples africains ou du moins de leurs dirigeants légitimes. Cependant, du fait de l'absence de développement durable au point où l'image de la famine et de la malnutrition ont fini par occulter toute réalité autre, l'Afrique ne va pas réussir à s'imposer de manière décisive comme acteur important du système mondial. Minée par ses crises politiques et la faiblesse de ses résultats économiques, celle va être délaissée par ses pairs dans le concert diplomatique des nations souveraines. Après l'effervescence des années 70, renégociation des accords de coopération franco-africains, l'ordre politique international de 1985 va ressembler à celui de 1961. Ceux qui avaient voulu jouer un rôle historique personnel tels que Kwame Nkrumah, Haïlé Sélassié et autres ont disparu souvent dans l'indifférence. Alors que le désert du Sahara s'est imposé ces dernières années comme l'un des théâtres de la lutte contre le terrorisme islamique, considérant, après le 11 septembre 2001, que leur propre sécurité était dépendante des succès contre le terrorisme sur le continent africain en général, et tout particulièrement dans le Maghreb Sahel dont étaient originaires des combattants tués ou faits prisonniers en Afghanistan, les États-Unis en cherchant à renforcer les capacités des gouvernements de la région pour lutter contre les groupes terroristes, ont redonné un intérêt géostratégique particulier à l'Afrique. Les États-Unis se sont progressivement engagés aux côtés des États de la région, déjà soutenus pour la plupart d'entre eux, par la France. Ainsi au Maghreb, dans le cadre de la nouvelle stratégie globale américaine à partir de la fin des années 1990, les Américains cherchent à promouvoir un ensemble régional maghrébin intégré dans l'économie de marché. L'organisation d'exercices internationaux, destinés à créer une synergie et une coopération régionale dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, constitue un aspect de la contribution des États africains dans la résolution des grands problèmes sécuritaires. Principe de relations internationales. Les relations internationales longtemps dominées et orientées par les enjeux de sécurité et de guerre froide, notamment depuis la fin du Second conflit mondial, vont intégrer dans les débuts des années 70 les questions économiques qui feront évoluer les rapports étatiques vers de nouvelles problématiques, lesquelles porteront sur la redéfinition de la puissance en politique internationale, sur la souveraineté des États et leur capacité d'intervention, sur les incidences de l'économie politique internationale, sur les questions de guerre et de paix, sur la mondialisation et ses composantes connexes que sont les multinationales, le commerce international, les organisations internationales, l'intégration régionale, la finance internationale ou les rapports Nord-Sud. Les rapports étatiques actuels sont fondés autour des questions fondamentales de qui gouverne, qui obtient quoi, quand et comment. Ils relèvent de l'interaction réciproque et dynamique de la relation entre l'accumulation de la richesse et la poursuite de la puissance. Comprendre les relations internationales revient à résoudre l'équation complexe qui existe entre la sphère économique et la politique sur le plan global de l'univers. Pour cela, il faudrait d'abord redéfinir la notion de puissance en politique internationale. Pour beaucoup de théoriciens, la puissance représente la capacité d'un acteur, que ce soit l'État, une organisation internationale, ou toute autre entité d'influencer ou de contrôler les domaines centraux de la compétition internationale. La réflexion autour de la question de la puissance est toujours fortement marquée par les questions de high politics, ou de sécurité militaire. Le pouvoir se définissant pour certains théoriciens proches de la pensée de Max Weber, comme toute chance de faire triompher au sein d'une relation sociale sa propre volonté même contre les résistances.
Il s'agit de la capacité d'agir, d'empêcher ou de changer l'ordre des choses. Ainsi l'utilisation de la puissance non seulement conduit à un résultat, mais aussi implique une volonté ou une intention, donc une stratégie d'un acteur possédant une logique rationalité minimale. La puissance est donc une notion relationnelle en ce sens qu'elle ne peut être exercée que dans le cadre d'une interaction spécifique. Étant donc une notion relationnelle, cette interaction va s'exercer au moyen des éléments divers qui vont des plus pacifiques aux plus violents, de la persuasion à l'incitation, de la coercition aux sanctions et au recours à la force. Les attributs de la puissance sont multiples, mais les ressources matérielles qui permettent facilement sa comparaison et sa hiérarchisation sur le plan international sont ceux qui sont les plus mis en exergue. Et la force militaire en sort définie comme la source de puissance par excellence. Cependant, bien que cela, la complexité des relations internationales empêche de déterminer avec exactitude l'issue d'une tractation politique entre États à capacité militaire différente car les attributs de la puissance ne sont pas fongibles, c'est-à-dire transférables. Par exemple, une armée plus puissante n'impose pas nécessairement sa volonté aux autres. La nature de la puissance en relations internationales est bien plus complexe et paradoxale que la nature de la puissance qui permet à l'État A d'influencer l'État B, peut aussi permettre à l'État B d'influencer l'État A sur un autre domaine. Une armée puissante peut constituer un moyen efficace pour bloquer les ambitions expansionnistes d'un État, mais être moins efficace pour empêcher ce même pays de pratiquer sa politique protectionniste. Autrement dit, il y a une disjonction entre les attributs ou la puissance d'un État et les résultats. Conséquemment, on ne saurait établir la puissance ou l'impuissance d'un État à partir d'un résultat, car de par sa complexité, il faudrait pour son évaluation aborder la question sur plusieurs relations. Dans l'imagerie populaire, la conception de la puissance en relations internationales est, il faut le reconnaître, trop liée à la problématique de la guerre et de la paix. Seulement la compétition militaro-stratégique est un jeu de somme nulle, tandis que la compétition économique n'en est pas un. L'importance des questions économiques est si grande dans les rapports des États qu'on passe d'une situation internationale de jeu des sommes nulles à une situation où tous les acteurs pourraient potentiellement faire des gains. Car la croissance économique pourrait être profitable à tous les joueurs. Dans le monde actuel, la puissance n'est plus l'apanage des États. Il existe des États sans véritable puissance et des acteurs non étatiques qui, selon les enjeux, sont porteurs de puissance. Il est à noter que tous les États ne sont pas porteurs de la même puissance. On peut probablement affirmer que plus de la moitié des États de la planète ne possèdent pratiquement pas de puissance. Est-ce qu'un État qui ne possède pas de ressources financières pour déléguer des représentants à l'ONU peut être considéré comme une puissance ? La mondialisation et les transformations de l'économie politique internationale ont ouvert des voies à de nombreux acteurs comme les multinationales, les institutions financières. Dans de nombreux États, ce sont les organisations non étatiques qui détiennent le plus de pouvoir. On pense par exemple à la défunte compagnie sud-africaine Executive Outcome, qui offrait des services militaires à la location, ou encore à la compagnie Chevron, qui s'était érigée en quasi-État au Niger. Le concept de multinationale ou d'entreprise transnationale porte à confusion du fait de la diversité de son champ lexical. Ce concept couvre des petites entreprises possédant une filiale à l'étranger, jusqu'aux grosses entreprises transnationales avec peu d'attaches sur le territoire national d'origine, à l'exemple de Nestlé. Si moins de 200 pays souverains composent le système international, il est à noter que 77 000 multinationales provenant de près de 47 pays contrôlent 770 000 filiales dans 175 pays sur le globe. La mondialisation a brisé le lien entre puissance et territoire. Depuis plusieurs décennies aujourd'hui, les acteurs non étatiques ont contribué à modifier la scène internationale qu'on croyait dominée par seuls les États. Le monde est devenu un vaste terrain de relations d'interdépendance complexes, composé d'une multitude d'enjeux. La puissance est alors diffuse car variant avec les enjeux. Des multinationales étrangères peuvent aujourd'hui influencer la politique économique interne d'un pays qui ne soit pas leur pays d'origine. Un informaticien peut par la cybercriminalité tenir seul en joue l'économie d'un pays très éloigné. On ne peut donc plus affirmer aujourd'hui que la puissance ne relève que de la capacité d'un État
à imposer sa volonté, grâce à sa suprématie militaire. Aujourd'hui, la puissance revêt une forme plus subtile, qui confère à son détenteur qui n'est pas forcément un État la capacité de contrôler ou de déterminer les domaines centraux de la compétition internationale. Elle se présente comme la capacité de contrôler les règles du jeu, dans un ou plusieurs domaines clés de la compétition internationale. À ce titre, la définition de Susan Strange selon laquelle la puissance est la capacité d'une personne ou d'un groupe de personnes d'influencer les résultats de telle façon que leurs préférences aient préséance sur les préférences des autres, semble la plus expressive et la mieux adaptée à la réalité et à la nouvelle donne des relations internationales. Le caractère diffus de la notion de puissance sur le plan des relations internationales, du fait de sa relation étroite avec les enjeux d'ordre divers des interactions économiques des États, impose pour parler de puissance internationale la notion de stabilité hégémonique. Il s'agit de la puissance hégémonique, c'est-à-dire d'un pays dominant sur les plans militaires et économiques. Cette puissance, selon l'inventeur de sa théorie Charles Kindleberger, est nécessaire pour favoriser la libération des échanges au niveau international. Elle joue un rôle de leader dans la mise sur pied des institutions internationales, qui favorisent la coopération entre les États. Elle assume de larges responsabilités pour que le système fonctionne, comme la stabilité de la monnaie ou la sécurisation de la navigation sur les océans. Mais l'existence d'une telle puissance suppose que le déclin de l'hégémon entraîne la chute du système mondial. Aujourd'hui, beaucoup de théoriciens des relations économiques internationales s'accordent à dire que le déclin, ou alors le chaos dans le monde provient du déclin de la puissance des USA. L'affirmation selon laquelle la puissance internationale des USA serait en déclin n'est pas partagée par tous, notamment les néo-Gramsciens, de l'auteur italien Antonio Gramsci, Robert Cox et Susan Strange. Selon Cox, l'hégémonie américaine n'est pas une simple relation impériale, mais un leadership par consentement. Cette forme de domination politique n'est pas ressentie comme telle par ceux qui la subissent. Car la puissance dominante amène parfois au prix de sacrifices les autres à adhérer à son ordre. La puissance ici ne repose pas sur le pouvoir relationnel mais plutôt structurel. À ce moment, les organisations internationales servent à diffuser les intérêts de la puissance dominante. Car ce type de puissance ne repose pas seulement sur la coercition ouverte ou la menace explicite, mais également sur sa capacité à étendre son idéologie par l'intermédiaire d'un ensemble d'institutions telles que le système éducatif, les églises ou les multinationales. Strange conclut en définissant cette forme de puissance comme la capacité à façonner et à déterminer les structures de l'économie politique globale, au sein desquelles les autres États, leurs institutions politiques, leurs entreprises économiques, leurs scientifiques et autres experts viennent opérer. Cette puissance repose sur 4 dimensions qui, sans se superposer, interagissent parfaitement. Il s'agit du savoir, de la finance, de la production et de la sécurité. Les USA sont loin en avance sur ces domaines que tout autre pays. Dans un système international interdépendant, l'usage de la force n'est plus aussi efficace. La puissance n'étant plus aussi fongible qu'auparavant, l'usage de la force, le hard power est beaucoup plus onéreux, plus dangereux et moins avantageux pour les grandes puissances modernes. Dans ce contexte, le soft power prend de l'importance. Le soft power représente un pouvoir de séduction, de cooptation qui repose sur les ressources intangibles que sont les institutions, la culture, les idées et qui permet à son détenteur d'inciter les autres acteurs à l'imiter. Le soft power permet à l'État qui le détient de structurer un contexte de telle sorte que les autres fassent des choix, ou définissent des intérêts qui s'accordent avec les siens. Une fois la question de puissance redéfinie, le deuxième débat fondamental des relations internationales est celui de la mondialisation. Si être mondialisé c'est être répandu autour du monde, alors la mondialisation représente un ensemble de processus qui conduisent à une diminution des obstacles aux échanges, provoquant ainsi une interdépendance accrue entre différents acteurs unis les uns aux autres par un enchevêtrement d'interactions de formes très diverses. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.